ce rappel à notre passé, à nos histoires, à nos réalités, à nos pratiques culturelles et culturelles traditionnelles. Ouais. Et c'est de grands amis. D'ailleurs, ils se sont retrouvés récemment à Ségou. Ils se sont retrouvés également à Cotonou, il y a quelques années. Ils vont se retrouver peut-être très souvent à Casablanca également. Ablaye Konaté, qui est un artiste majeur, il a réussi à fédérer beaucoup d'artistes autour de son travail, parce que là, c'est la tunique du chasseur. Oui, oui. C'est la tunique du chasseur qui a impressionné tout le monde en 1996. Il dirige l'école multimédia Balef Faseke, le conservatoire Balef Faseke de Bamako. Il est un des acteurs de Ségou Art. Et il est l'initiateur, avec d'autres personnes, du Fonds culturel africain. Alors voilà une œuvre assez intéressante du Gabonais Massassa Bruni, qui nous parle aussi de cette manière de se retrouver, de se rechercher et d'aller jusqu'au fond de soi-même pour revenir et revoir le monde tel qu'il se présente à nous, tel que nous l'avons laissé. C'est des feuilles hallucinogènes que les gens utilisent très souvent. Mais c'est une pratique quand même qui est assez courante au Gabon. Avec le Soleil des Indépendances de Khalidou Kassé, notre ami Khalidou Kassé, les sacrifices de notre ami Soli Cissé, qui a écrit de très belles pages de notre histoire et qui continue de le faire d'ailleurs de l'art contemporain africain. En ce moment-là, il est sur une autre série, une série des serpents. Ouais, oui. Mamadou Dia, qui est un des artistes les plus constants, il est dans le figuratif et personne ne cherche à le sortir du figuratif. Il le fait tellement bien, avec une discipline quand même incroyable. Et voyez bien comment il a réinterprété cette statue de la liberté par une femme, mais dans une ville africaine à Ségou, mais également à côté des pyramides d'Égypte. Voilà quand même une forme d'interprétation de nos réalités, de notre capacité à nous réapproprier ce que nous avons véritablement, qui est assez intéressante à ce niveau-là. Maintenant, l'Afrique a été reconstituée pour nous reconnecter avec nos propres réalités sans perdre de vue en fait, notre histoire, qui a été une histoire douloureuse, mais qui ne nous rend pas rancuniers, mais qui nous montre simplement que nous avons besoin, avec nous, de construire un nouvel humanisme. Merci beaucoup. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer aux impressions. Monsieur le ministre, vous avez visité les œuvres, les artistes, comme je le disais tantôt, qui rivalisaient vraiment de beauté et surtout de messages à travers les œuvres. Quelle est vraiment votre impression après cette visite d'exposition? Je vais par une pirouette me sortir de cette impasse, parce que c'est une question piège. Il est évident qu'on ne peut pas, devant tant de beauté, choisir. Et vous permettrez que, face à l'embarras du choix, je choisisse l'embarras. Pour dire que chacune des œuvres complète celle qui la précède. En termes d'émotion, je pense que nous avons, quand nous avons commencé l'exposition, à partir du champ de coton de Soli Cissé, dont nous savons tous la puissance créatrice, tant du point de vue des sculptures que du point de vue des toiles qu'il réalise. À partir du champ de coton, on est comme projeté dans le passé douloureux de nos frères dispersés à travers le monde, mais qui sont aujourd'hui le prolongement du continent africain et qui, paradoxalement, donnent du sens ou un sens nouveau à l'histoire qui était écrite contre nous. Et nous avons une occasion de la réécrire à partir des
des morceaux de nos identités qui sont allés s'implanter, se planter et mûrir et prospérer ailleurs. Quand j'ai vu le boxeur, j'ai pensé à Mohamed Ali et je me suis dit, quelle vengeance sur l'histoire. Être un petit-fils d'esclave et donner tant de dérouillés à tant de personnes sur la terre où l'on croyait être une terre d'autrui, c'est une forme de conquête qu'il faut saluer. Alors, mon impression est d'abord que cette exposition mérite une très large publicité pour que les Sénégalais viennent voir, en tout cas tous les citoyens de Dakar, puisque nous sommes des dizaines de nationalités dans cette ville, puissent venir voir cette exposition. Elle a l'avantage de ne pas être tournée que vers le passé pour gémir. Elle a l'avantage, quand j'ai vu le tournesol, qui est quand même un signe de lumière et d'optimisme, je me suis dit, c'est une exposition qui évoque le passé, mais qui est véritablement tournée vers l'avenir. C'est nous rappeler, à nous autres, Africains, que si l'histoire s'est écrite contre nous depuis quelques siècles, nous avons le devoir, pour le millénaire à venir, de changer le cours de l'histoire, qu'il n'y a pas de fatalité. La Chine nous l'a montré. Il n'y a aucune fatalité dans la misère. Il y a, le poète Hamidou Dia disait, il n'y a pas de destin forclos, il n'y a que des responsabilités désertées. Alors, quelles sont les responsabilités que nous allons prendre pour changer le cours de l'histoire de nos pays et de ce continent qui a beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources naturelles? Le problème, c'est que les ressources humaines n'arrivent pas à mettre en valeur les ressources naturelles pour donner du sens à notre vie sur Terre. Donc, vous m'avez demandé, je ne veux pas monopoliser la parole, mais mon impression, mon sentiment est un sentiment de bonheur, paradoxalement, face à ce qui aurait dû être pour moi une douleur. Les artistes donnent des raisons d'espérer, les artistes nous donnent des leçons de courage et de résilience. En tout cas, personnellement, c'est ce que cette exposition m'inspire. Courage, résilience, ambition nouvelle, travail, progrès. Voilà. On aura besoin de savoir ce que ce dialogue, en tout cas, entre les œuvres et les séquences, ont pu vous parler de l'Afrique contemporaine, surtout en tant que philosophe. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? L'impression que j'ai de cette exposition-là, c'est que pour moi, c'est d'abord une écriture ou une réécriture de l'histoire africaine. C'est une réflexion sur l'histoire donc passée, récente et même présente, si vous voulez, de l'Afrique. Une réflexion qui débouche, quand on traverse l'exposition, sur de perspectives de développement endogène. C'est comme ça que je vois un peu cette exposition-là, qui pour moi, contrairement donc au circuit, ne devait pas commencer par les champs de coton, parce que en fait, l'histoire de l'Afrique ne commence pas par les champs de coton. Donc il fallait peut-être commencer par l'histoire de l'Afrique, ce passé glorieux de l'Afrique, avant ça, je ne connais pas la commissaire de l'expo, hein, c'est personnel ce que je dis là, mais je pense que l'expo ne devait pas commencer sur l'histoire sur les champs de coton, parce que c'est comme si l'histoire de l'Afrique commençait par les champs de coton. Et avant les champs de coton, il y avait un passé très glorieux du continent africain. Sur le dialogue entre maintenant les œuvres, toutes les œuvres, je crois, elles dialoguent ensemble. Les champs de coton et de solliciter dialoguent bien avec l'œuvre de Gottfried, le boxeur, mais aussi dialogue bien avec l'œuvre de Kalidou Kassé, parce que toutes les trois œuvres parlent de l'esclavage. D'autres œuvres aussi qui dialoguent ensemble, c'est celle de Leila Adovi et celle de Mamadou Dia, qui toutes les deux aussi parlent de liberté. Je peux continuer ainsi pour dire que vraiment toutes les œuvres de cette exposition-là dialoguent ensemble, mais
La partie contemporaine qui m'intéresse ici, par rapport à votre question, c'est que, donc, au-delà de ce dialogue entre les œuvres, cette exposition nous invite aussi à voir notre présent, à voir donc le monde contemporain. Aujourd'hui, je peux dire que tout ce qu'on a vu dans l'expo, que ce soit l'art esclavage, que ce soit les questions de liberté, se reflète aujourd'hui dans notre monde contemporain. Et quand on sait qu'on continue à être dominé, on parle aujourd'hui de néocolonialisme, on parle de l'occidentalisation, on parle aussi, si vous voulez, de toutes ces questions liées donc, liées à l'immigration, avec tous les jeunes donc, qui partent en pleine mer. Donc voilà un peu, pour répondre à votre question, que cette exposition ne parle pas uniquement du passé, mais parle aussi de notre présent. Merci. Toutes ces œuvres, je les ai vues à diverses occasions, et de les revoir là, toutes ensemble, je me suis dit, waouh, magnifique, quel beau trajet nous avons fait. Parce que l'art contemporain en Afrique, ça n'a pas été si facile. Et quand nous avons commencé, le pari n'était pas gagné, pour diverses raisons. Et je trouve que vraiment ce qui ressort, c'est cette volonté pour les artistes africains et de la diaspora d'avoir pris leur place et d'avoir repris leur pouvoir. Parce que ce sont deux choses importantes. Et je rejoins ce qui a été dit avant. Toutes les œuvres sont importantes, ont toutes leur place, elles ont toutes un sens. Mais je vais juste rebondir sur une œuvre, celle de Mamadou Dia, Freedom Awakening, parce qu'il est important de faire ce lien avec la diaspora, et notamment la diaspora africaine-américaine des États-Unis. Parce que quelque part, nous avons avancé main dans la main, en parallèle, peut-être au début, mais très vite, toutes les grandes expositions significatives se sont faites ensemble, avec les artistes africains et les artistes de la diaspora. Et en 1966, pour le premier festival des Arts Nègres, le pionnier du documentaire African American, William Greaves, qui est venu, qui avait été envoyé pour faire un petit reportage de 3 minutes pour la télévision américaine, parce qu'il fallait être là, il fallait en parler. Il y avait des artistes américains ici à Dakar, mais pour William, c'était la première fois qu'il arrivait en Afrique, la première fois au Sénégal, et pour lui, il a été mais vraiment émerveillé. Et tout de suite, il s'est dit, jamais je ne ferai un sujet sur 3 minutes. Quelle honte, c'est impossible. Et donc, il s'est organisé pour rester beaucoup plus longtemps. Et il a fait un très beau documentaire que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai présenté au festival de films documentaires que j'organisais au Ghana. Donc, c'était le premier, c'était en 2006. Et c'est vrai qu'il n'était pas encore connu sur le continent. Et depuis, il a fait son chemin. Donc, c'est un reportage en noir et blanc. Et vraiment, William Greaves, quand il est revenu aux États-Unis, ça a été un grand détonateur pour lui, qui avait déjà, bien sûr, cette conscience en tant qu'homme d'image, de vouloir valoriser les personnes noires aux États-Unis. En 1965, la ségrégation venait juste de prendre fin. Il y a tout un travail à faire. Il y avait cette conscience de vouloir redonner une noblesse, redonner une place aux personnes noires aux États-Unis. Donc tout ce voyage ici à Dakar a vraiment orienté, ou du moins conforté fortement sa carrière. Voici moi mon point de départ. Alors, changer le cours de l'histoire, c'est comprendre que nous ne sommes plus à une époque post-coloniale. Malheureusement, notre façon d'analyser, notre façon de penser nos républiques sont encore post-coloniales. Nos institutions, que ça parte de la Constitution, du Parlement, notre façon de penser la République, les républiques, l'armée, tout ce qui nous permet de diriger notre vivre ensemble, c'est un héritage direct du colon. Mais on se sert de cet héritage du colon pour le pointer du doigt. D'après vous, qui a gagné? Donc fondamentalement, ce qu'il faut, c'est comprendre qu'au XXIe siècle, nous devons, dans nos conceptions, basculer de l'approche post-coloniale, qui a duré 60 ans, à une approche globale. Et dans cette approche globale, qu'est-ce qu'il faut aussi ajuster? C'est notre vision du monde. Il y a un acronyme qui dit
VUCA, c'est en anglais. VUCA, V-U-C-A. Le monde est volatile, volatile, uncertain, incertain, complex and ambiguous. Donc le monde n'est pas voici les bons, voici les méchants, nous sommes victimes, voici les gagnants. Le monde désormais est volatile. Un endroit qui était paisible peut exploser du jour au lendemain. Le monde est incertain. C'est pour ça qu'il y en a qui se radicalisent, parce qu'ils tournent vers des certitudes. Mais en réalité, c'est une réaction au caractère incertain du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Complexe, à ne pas confondre avec compliqué. Quelque chose de complexe, ça signifie identifier les différentes parties qui composent l'ensemble. C'est ça la complexité. Compliqué, c'est lorsqu'on n'arrive pas à identifier les différentes parties qui composent l'ensemble. Donc le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est complexe. Ce qui signifie que toute personne qui vous donnera une réponse simple, à savoir aujourd'hui ça ne va pas parce que c'est la faute de la France, aujourd'hui ça ne va pas parce que mon voisin a fait ceci, cela, est en dehors de notre époque historique. Et ambigu signifie qu'une chose peut en même temps signifier son contraire. Donc nous ne sommes pas dans la linéarité, nous sommes dans la non-linéarité. Voici la caractérisation du monde dans lequel nous vivons et qui nous demande de composer un nouveau paradigme pour changer le cours de l'histoire. Je ne vais pas être plus long. Par contre, je vais vous dire ce que je pense être l'une des façons de changer le cours de l'histoire. Je pense tout simplement que nous devons changer, et là je m'inspire de la dimension artistique, de la dimension créative. Nous devons changer de modèle de gouvernance. Notre approche classique de la gouvernance, c'est de concevoir la gouvernance comme un immeuble avec des étages et des goulots d'étranglement. Parfois, il y a des embouteillages dans les immeubles. Les mêmes embouteillages que vous voyez dans la rue, ce sont les mêmes embouteillages que nous avons dans nos systèmes de gouvernance. Parce que ce sont des systèmes qui remontent à la deuxième révolution industrielle, les années 1860. Ce qu'il faudrait, c'est passer à ce qu'on appelle une gouvernance expérimentale. Amener les communautés à apprendre et à expérimenter les solutions à leurs problématiques. C'est ce qu'on appelle le Engineering Design Model. Amener les communautés à apprendre à créer elles-mêmes les solutions à leurs problématiques. Et lorsqu'on crée des solutions à nos problématiques, ça veut dire qu'on admet des marges d'erreur. Et comme le principe de la sélection naturelle, il n'y a que ceux qui tiennent et qui s'adaptent à l'environnement qui est de façon pragmatique à maintenir et à être soutenu pour les prochaines étapes. J'ai eu peur quand vous avez parlé d'intelligence artificielle. Parce que personnellement, je crois simplement à l'intelligence tout court. Parce que l'intelligence artificielle est produite par l'intelligence humaine. On ne va pas faire comme si c'est intelligence artificielle qui va créer le monde nouveau ou lui donner. Non, c'est juste des calculs plus rapides. Et d'ailleurs, si vous faites quelques recherches dans ChatGPT, vous allez vous rendre compte que c'est souvent beaucoup d'ineptie. Quand vous lui demandez de vous faire un projet, souvent, il passe à côté de beaucoup de choses. Soyons prudents, à mon avis. Moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites une ville verte. Ça, je suis tout à fait partant. Même un pays vert, on peut en rêver, et ça, c'est à notre portée. Parce qu'il suffit de planter, d'arroser, d'entretenir. On devrait pouvoir le faire. Votre idée est belle de ce point de vue-là. Mais moi, je pense que c'est transformer les hommes, changer ce qu'il y a dans la tête des hommes. C'est ça la priorité. Et ça peut se faire ici et maintenant s'il y a une volonté politique véritable. Quand aujourd'hui on dit aux gens, OK, on veut mettre de la droiture, djoub, de l'honnêteté, de la rigueur, djoubel, chacun devrait se dire quelle est ma part dans ce projet. Ne pas attendre qu'une autorité, elle seule, se mette sur ce front-là, mais que chaque Sénégalais, où qu'il soit, à mon avis, prenne sa part de ce chantier-là en modifiant son comportement personnel. Alors, tout à l'heure, vous avez bien fait, vous avez cité plusieurs appellations d'un seul
créateur. Parce qu'il ne peut pas y en avoir 10. Hein. Qu'on ait une religion traditionnelle, que l'on soit chrétien, que l'on soit musulman, que l'on soit bouddhiste, je pense que tout le monde est d'accord qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. S'ils étaient 10, ça se saurait parce qu'ils se battraient. Je pense que sous ce chapitre que vous avez ouvert, retrouver l'unité de l'espèce humaine autour de la nécessité de mieux s'organiser pour faire survivre l'espèce. Parce que quand même, le monde est mal là. Les guerres, on voit ce que ça fait. Les changements dits climatiques, on voit ce que ça fait. En fait, l'humanité est en péril. Et c'est peut-être autour d'une haute conscience de ce péril-là qu'il faut inventer de nouvelles solidarités, de nouvelles modalités de vivre ensemble. Déjà chez nous, tout à l'heure, vous avez un peu évoqué, comment dirais-je, les problèmes d'espace que nous avons. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée en 1971, à Dakar, au Sénégal, on était 4 700 000 habitants. Aujourd'hui, on est 18 millions. Eh bien, ça va aller crescendo. Et si on ne trouve pas de nouvelles modalités d'espace et de nouvelles manières de vivre, beaucoup de jeunes Sénégalais maintenant sortent de la capitale, vont s'installer un peu plus loin, retrouvent les joies de travailler la terre. Je pense qu'il y a une pédagogie à mettre en place qui va peut-être rendre très attractive une ville nouvelle qui se construirait autour de l'idée de la ruralité, du retour à la terre, de la réconciliation de l'homme avec les éléments. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire là. Je suis désolé, hein, j'ai pas voulu... j'ai voulu juste contribuer un peu à ce que vous avez dit. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons donner la parole à Babacar Mbaye Diop, toujours sur le thème, le passé, l'avenir et le devenir, le présent et le devenir du continent africain. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est toujours enfermé dans les récits, disons, dans les récits auparavant, ou bien l'Afrique est en train de s'en libérer? Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus figée, l'Afrique n'est plus... donc là, l'Afrique bouge, l'Afrique même a beaucoup bougé. Et moi, pour revenir donc à cette exposition-là, qui me semble aussi important pour ne pas sortir de l'idée de cette exposition-là, cette exposition montre comment l'Afrique bouge aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus, donc comme vous l'avez dit, aux temps anciens où on figeait l'Afrique sur des réalités anciennes. L'Afrique a... Les gens bougent, les mentalités bougent aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur la ville nouvelle de Ngaïndé ou ce qu'a dit Baba tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de voir comment l'Afrique a évolué. Je disais tout à l'heure au début que moi, je vois l'expo, cette expo-là, en 4 parties, mais 4 parties... Donc, c'est complètement différente de celle qu'on nous a présentée tout à l'heure. La première partie de l'expo ne commence pas pour moi ici, dans le champ des cotons, mais commence dans ce passé glorieux de l'Afrique, avec des œuvres comme celle peut-être d'Ablaye Konaté, comme de Vieux-Diba. Et donc, une fois que ce passé-là de glorieux est là, après, on arrive à l'esclavage. Hein? L'esclavage, qui est la deuxième partie pour moi de l'expo. La colonisation, et donc là, des œuvres le montrent bien, avec les œuvres de Tutoli Cissé, avec les œuvres de Gottfried, de Khalidou Kassé. La troisième partie de l'expo, si vous voulez, c'est la colonisation, avec les œuvres comme celle de Kanakassi. Et enfin, on arrive à une Afrique contemporaine. Donc voilà les 4 parties de l'expo que je vois et qui montrent que l'Afrique bouge, que l'Afrique n'est plus figée. Merci. Madame Diakhaté, par rapport au thème, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une grande émancipation, c'est-à-dire des efforts à faire encore une fois de plus pour l'émancipation de l'Afrique, parlant bien sûr de son devenir? On a toujours des efforts à faire puisque le monde bouge, avance. Et justement, ce qui est très intéressant avec cette exposition, toutes les expositions, les œuvres d'art, c'est qu'en fait, on peut tout le temps reconstruire un dialogue.
Donc on peut les mettre en relation avec d'autres œuvres, dans d'autres contextes. Et ça, c'est important. Ça nous montre à la fois l'impermanence et la continuité de notre histoire ou de nos histoires. Et je pense que ce sont vraiment des lieux d'apprentissage, de réflexion qui sont très importants et vers lesquels il faut vraiment amener le public, les jeunesses, à s'imprégner de cette faculté qu'a une œuvre d'art de nous apprendre à réfléchir sur le monde, à réfléchir à se projeter, à comprendre aussi qui nous sommes, parce que ça aussi, une œuvre d'art, c'est une rencontre. On n'a pas besoin d'avoir un PhD, on n'a pas besoin d'avoir fait l'école des beaux-arts. Une œuvre d'art, c'est une rencontre et elle est pour tout le monde. C'est quoi la peinture? C'est expliquer, que quelqu'un disait tout à l'heure, expliquer une pensée ou un mouvement de la société, l'appréhender et essayer de le mettre sur la toile ou sur quelque chose pour être vu et éventuellement compris, ce qui est souvent rare parce qu'il n'y a pas une culture culturelle, il n'y a pas un enseignement culturel. Je lui demandais l'autre jour, est-ce que l'école des beaux-arts existe encore? Vous voyez le niveau de ma culture. Est-ce que l'école des beaux-arts de Dakar existe encore? Moi, c'était dans les années 90, avec les Djibril Diomambeti, etc., etc. Bon, c'était de cette période-là, et je crois qu'il y avait eu des grèves pour cette école, menacée de fermer, et tout ça. Bon, ce que je pense surtout, c'est que les artistes sont les produits de leur histoire, du moment T, de leur évolution, de leur apparition dans le... Et ils essaient d'expliquer ce moment, cette histoire, avec leur ressenti et la manière dont ils voient cette évolution et la manière dont ils voient qu'on pourrait en sortir, c'est-à-dire donc des traceurs de pistes, comme l'intellectuel aussi, ou comme les théoriciens. À partir de ce moment, on ne peut pas être... Je crois que j'ai regardé tout à l'heure dans le dictionnaire, l'art pour l'art, quoi, le beau pour le beau, quoi. Ça, c'est très compliqué, je crois. On ne peut pas faire le beau pour le beau, on ne peut pas faire l'art pour l'art. Je crois qu'il existe toujours un sens, une signification. Même la beauté est significative. Mais à partir du moment où on est un acteur, non seulement culturel, parce qu'il faut savoir qu'avant d'être acteur culturel, on est d'abord un acteur social, un être social dans une société et qui évolue dans cette société-là et qui a sa manière de l'appréhender, de l'expliquer, de la pousser ou de la maintenir. Maintenir la classe dirigeante, c'est ce que j'appelle, disons, les chiens de garde. Les chiens de garde dont le rôle a toujours été de justifier ce qui existe, y compris l'innommable, y compris les massacres, y compris les meurtres. Les chiens de garde sont les idéologues des rapports de forces sociaux qui expliquent, que ce soit pendant comment on a justifié la colonisation, comment on a justifié le néocolonialisme, comment aujourd'hui tout le monde n'a à la bouche ou dans la tête que le libéralisme, le libre marché, le choix, etc., la concurrence et tous ces machins-là qui font des dégâts. Simplement par rapport, je suis Aïda Diagne, je suis architecte urbaniste. Dakar, effectivement, on ne contrôle plus Dakar. Mais avant que Dakar se fasse, il y a les Lébous qui se sont installés, qui ont fait de Dakar. Après, il y a cette trame militaire effectivement, qui n'est pas adaptée à notre mode de vie. Mais le génie du Sénégalais, c'est de s'approprier les lieux, pour se rendre compte que ce n'est pas des lieux qui sont adaptés, qu'on ne peut pas faire. D'où, effectivement, Bab l'a souligné, l'idée d'aller un peu plus loin et de faire une autre ville. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore bien réussi, parce que Diamniadio, il y aurait plein de choses à revoir, mais nous sommes dans ce dynamisme-là. Et pour faire cela, il faut des années, c'est à long terme. Mais nous y sommes. Nous, les architectes, nous avons lancé, je le souligne rapidement, depuis quelque temps, on s'est dit, les lutteurs font le Bakou, nous aussi on va faire le Bakou et nous approprier de nos lieux. Je vais me référer au cycle de développement humain. Je vais phaser les cycles. Je prends l'enfance, qui peut durer 10 ans. Je prends l'adolescence,
à supposer jusqu'à 18 ans, 19 ans. Je commence de 20 ans à 65 ans. C'est la phase adulte. Donc, je prends en compte un étudiant, par exemple, qui fait ses études universitaires. À partir de 19 ans, voire 20 ans, il progresse jusqu'à avoir ses diplômes et prétendre entrer dans le monde du travail. Voilà, il est capté dans le monde du travail. Donc, à supposer que de 20 ans à 65 ans, je prends, à partir de 65 ans, il devra entrer à l'âge de vieillesse. Donc, le cycle le plus long, c'est le cycle adulte. Là, il se prépare pour entrer en maturité très, très profondément. Mais ce cycle-là, en réalité, je ne fais pas allusion, c'est-à-dire à l'Européen par rapport à l'Afrique. Je fais allusion à l'être humain en tant que tel. Donc, il est fort évident que si vous entrez dans ce cycle, vous entrez en Europe ou bien aux États-Unis, vous trouverez quelqu'un avec lequel vous avez le même âge. À 35 ans, voire à 40 ans, vous n'avez pas le même statut social. Maintenant, vu que je suis africain, on va parler africain. Donc, prenons maintenant ce cycle-là qui peut durer 45 ans, de 20 ans à 65 ans. En réalité, si vous progressez dans ce cycle-là à partir de 40 ans, on suppose que vous commencez à entrer en maturité. Et le pic de maturité, vous l'atteignez vers les 50 ans. On parle d'un nombre d'âge mûr. Voilà. Je ne fais pas maintenant le parallèle entre un État qui n'a pas son indépendance. À supposer que le Sénégal va avoir ses 65 ans. On dirait qu'il tendrait à la vieillesse. Donc, à supposer que si maintenant, moi qui vous parle, je prends un exemple à moi-même. À mon âge, je commence à capter le vrai du vrai. C'est-à-dire, je peux discerner réellement ce qui est fondamental pour mon bien-être ou bien ce qui est concret pour mon devenir. Maintenant, si on fait le parallèle avec les questions qui vous ont été posées par rapport à notre statut en tant qu'Africain, en tenant en compte en fait l'évolution de ce monde actuel, pourquoi on est si en retard par rapport à l'envergure qu'on a, en fait, la dimension qu'on voit de l'autre côté. Prenons le domaine de l'architecture. J'ai dû vivre au Portugal, en France et en Espagne. Mais de par les images, ça ne vous impressionne pas de voir Dubaï comment ça est. Donc, en parlant d'optimisation, je crois que cette science-là est aboutie quelque part dans ce monde. Prenez la sculpture. Prenez, en fait, je veux dire par là, la littérature, ou bien la poésie, ou bien la peinture, ou bien le dessin. Entrez dans les arts de la scène, le théâtre, à savoir la danse, le cirque. Vous prenez en compte la musique. Toutes ces sciences, là où l'humanité en est en ce moment, sont quelque part abouties en termes d'optimisation. J'ai fait des formations en intelligence artificielle. Je suis allé faire des formations pour m'intéresser et savoir qu'est-ce que cette intelligence pourrait nous apporter, nous autres Africains, demain. Donc, quand le monsieur a soulevé la question d'intelligence artificielle, j'ai un peu tremblé. Parce que je me disais peut-être que ce n'est pas l'endroit quoi qu'il peut en discuter. Mais quand vous avez, comme aussi on est dans le musée, on parle de l'art, on parle de la création, de l'innovation. Je dis ah oui, peut-être que c'est l'occasion aussi d'en parler et surtout de dire qu'est-ce que l'art deviendra dans ce monde intelligent régi par l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, il y avait un intervenant qui a parlé de Trump. Et sachant que le bras droit de Trump, c'est Elon Musk, que moi je suis depuis plus de 15 ans ses travaux. D'ailleurs, en 2021, au temps de Corona, il a envoyé plus de 35 000 satellites au-dessus de nos têtes. Mais tous mes parents serrés là n'étaient pas au courant parce qu'ils étaient dans le confinement là. Ils étaient confinés, ils n'étaient pas au courant de cela. Et c'est Elon Musk aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui a souligné origine Afrique du Sud. Bon, ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est quelqu'un de très riche et qui a beaucoup investi sur même le post-humanisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est de pouvoir même créer des cerveaux humains avec des puces à l'intérieur pour éliminer l'homme lui-même, quoi. Pourquoi je parle de cela? Je parle de cela parce que le dernier intervenant, venait de parler de... je suis musicien, je connais l'art. On avait un instrument qu'on appelle synthé qui existe, hein, parce que les musiciens, comme les autres artistes, ce sont des explorateurs. Ce sont des gens qui sont curieux de tout, quoi. Donc, ils ne sont pas confinés juste dans des cadres comme ça pour rester. Non, ce sont des gens qui vont aller très loin. Donc, cette intelligence artificielle, on la sentait arriver. Déjà avec synthé. Synthé, c'est quoi? Ça, c'est un instrument qui peut reprendre tous les autres instruments. Donc toi, tu dis au Khalam, ce n'est pas la peine. Tu ne joues plus au Khalam parce que Synthé va reprendre ça. Toi, tu es bassiste, non, on n'a pas besoin de bassiste. Et donc, il a repris tout. Donc, du coup, tout le monde va aller au chômage.
Et dans cette intelligence artificielle, en fait, dont on nous propose, qui est typiquement scientiste et que de l'intelligence, quoi. Il n'y a pas de cœur. Tout à l'heure, on avait parlé de l'art. On est dans le cœur. Et l'humain, il va rester. Alors, moi, je voudrais juste faire un hommage à ces artistes. Nous faisons depuis quelques heures un débat très passionné, très passionnant sur l'histoire de l'Afrique, sur la longue durée, et sur même des projections en termes d'horizon, avec toutes les extrapolations possibles. Tout cela nous est donné par quelques œuvres, ne l'oublions pas. Tout ce débat-là parle de quelques œuvres. Reconnaissons le pouvoir de suggestion de la création, le pouvoir d'expression des artistes en quelques touches. Pour moi, ça, c'est le plus important. La deuxième chose, en faisant l'histoire de l'Afrique, dans ses différentes parties, ces œuvres font également l'histoire de l'art, ou une bonne partie de l'histoire de l'art contemporain en Afrique, et surtout de l'histoire de la Biennale du Sénégal, qui est quand même une de nos fiertés. Si l'on met d'un côté les œuvres de Vieux-Diba et Abdoulaye Konaté, qui marquent le début de la Biennale dans sa formule actuelle, puisque la première Biennale, comme c'est monsieur le ministre, j'allais dire monsieur le double ministre, ancien ministre de la Culture et ministre conseiller aujourd'hui. Donc, la première Biennale, c'est la Biennale des Arts et des Lettres, qui est devenue en 1996 la Biennale de l'art africain contemporain. L'autre bout, Leila Adjovi, 2018, Abdoulaye Ndoye, etc. Alors, toute une histoire de l'art contemporain. Et il faut aller jusqu'au bout de la logique, si nous sommes là pour nous inspirer de ce travail-là. Que nous disent les artistes en disant l'Afrique maintenant? Maintenant l'Afrique. C'est qu'on est passé par toutes ces étapes, toutes ces épreuves, et pourtant l'Afrique aujourd'hui est prête à reprendre l'initiative historique. Mais les artistes nous disent que reprendre l'initiative historique, c'est faire deux choses. C'est partir ou repartir de soi-même, la première chose. La deuxième, c'est faire preuve de créativité. C'est que toutes les réflexions que nous allons développer, tous les plans d'action, toutes les politiques, toutes les mesures que nous allons prendre, que nous devrions prendre, en ce qui concerne organiser le vivre ensemble, doit concerner la primauté de la vie. La primauté de la vie, ça veut dire manger à sa faim. Ça veut dire pouvoir s'instruire pour pouvoir vivre de son savoir et de ses connaissances, etc. Donc, primauté de la vie, et deuxièmement, la pleine dignité de l'humain et du monde environnant. Parce que s'il y a la dignité de l'humain qui exploite l'environnement, c'est justement l'erreur que nous faisons depuis 250 ans. Donc, la primauté de la vie et la pleine dignité de l'humain et du monde vivant, du monde environnant, je pense que ça nous donne justement un cadre de réflexion pour faire ce que je vous invite à faire et que vous avez commencé à nous présenter là maintenant, c'est-à-dire à produire une nouvelle réflexion philosophique. En réalité, je n'ai pas la réponse, on a tous des bouts de réponse ici présents. Le fait que je sois assis ici, je ne veux pas parler pour les autres, mais ne signifie pas que ce que je sais est supérieur ou a plus de substance que ce que chacun d'entre vous avait à dire. Mon rôle, c'est simplement d'animer la réflexion que chacun d'entre nous avons déjà entamée. Et le mieux, ça serait que chacun d'entre nous puissions produire une réflexion qui fait qu'à la prochaine rencontre, c'est peut-être vous qui serez là en train de dire, suite à la première rencontre, voici ce que j'ai produit. Et c'est ce que je nous invite à faire tous. Parce que finalement, c'est de ça dont notre continent a besoin. Pas juste notre continent, Mme Diakhaté l'a dit tout à l'heure aussi, et les afro-descendants. Toute notre parenté historique qui se trouve à Cuba, en Jamaïque, à Trinidad, à Saint-Vincent, au Chili, au Pérou, etc., qui eux aussi ont été d'abord les premiers à parler de l'intégration africaine, bien avant nous, et qui demandent aussi, comme nous, que cette réflexion soit revigorée. Donc, faisons ce que nous pouvons, faisons le mieux qu'on peut, mais surtout de ne pas perdre de vue la primauté de la vie. Quelle réponse l'Afrique doit aussi aujourd'hui essayer de donner à ce que Trump est en train de faire? Vous avez vu l'Europe? Il n'y a pas un jour ou une semaine où les dirigeants européens ne se réunissent pas. Bon, je comprends, pour la première fois, ils ont chaud aux fesses. Et ils savent qu'est-ce que c'est qu'être dominé, qu'est-ce que c'est qu'être dépendant, qu'est-ce que c'est qu'être soumis. Ils viennent de le réaliser, ils avaient oublié. Pendant 40 ans, 50 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'OTAN, ils croyaient qu'ils avaient un parapluie, un grand ami, un grand frère, qui les protégeait de tous les dangers que le capitalisme peut engendrer. Ils se réveillent douloureusement, et maintenant ils sont en train de dire qu'est-ce qu'on va faire? On s'arme, on produit plus de balles, on diminue plus d'hôpitaux, on produit plus de AWACS, on diminue l'éducation, etc., etc. Nous, l'Afrique, là, par rapport à ça, là, au lieu de pleurer parce qu'il y a des organismes internationaux de domination
retirent ou diminuent leur budget, et nous, on se met à pleurer. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Comment faire pour faire face à ça? Alors, moi, je voudrais terminer peut-être sur une note de provocation. Vous savez, moi, je pars d'une certitude enracinée dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, on peut se donner à penser que le premier homme fut noir. Gaïndé. Si, c'est ce que Cheikh Anta dit. Et c'est là où moi je pense qu'il faut que ceux qui ont la démarche intellectuelle kémite aillent jusqu'au bout de leur logique. Parce que moi je leur dis, si le premier homme est noir, ça veut dire, et sa femme peut-être blanche, il faudrait bien qu'on s'entende. Parce que si, je vous dis, c'est une réflexion sérieuse. Vous savez, cela veut dire que toute l'humanité, c'est nos petits-enfants. Oui ou non? Bon. Partant de ça, on a dit que Michael Jackson était malade parce que de noir, il est devenu blanc. En accusant la maladie là, qui s'appelle, je ne sais plus comment. OK? Vitigo. Voilà, Vitigo. OK? On prend donc un noir qui est devenu blanc. On n'a pas encore vu l'inverse. De blanc devenu noir. Donc, on peut considérer que nous sommes les ancêtres de tous les blancs. Ce qui fait que l'Afrique devrait être le lieu de réconciliation de l'humain. Parce que vous plaidez beaucoup pour l'humain. Mais quand vous parlez de l'humain, il ne faut pas alors faire le chemin inverse en étant raciste à rebours, en disant les noirs, non, non, non. Si nous voulons que l'humanité se réconcilie, il faut d'abord partir du postulat que toute l'humanité est partie, enfin moi dans ma perception religieuse, de deux humains qui ont donné naissance à 7 milliards d'humains, et que ces 7 milliards d'humains, quel que soit le cas où on le figure, sont condamnés à vivre ensemble pour des petites périodes. Des gens comme moi qui jouent les prolongations, bon, ça ne va pas loin. Je veux dire, apprendre aux gens à cohabiter dans un espace physique sans être trop prisonnier de la mémoire, c'est ça qu'il faudrait apprendre. Vous savez, les États-Unis, c'est 250 ans d'histoire. Nous, on est des millions d'années d'histoire. La Perse, combien d'années d'histoire? La Chine. Donc, en réalité, on vit dans un monde dirigé par des grands enfants, dont l'illustration la plus achevée, c'est Donald Trump, qui est un gros enfant qui s'amuse à couper, comme le disait Demba, des crédits, à faire des choses comme ça, alors qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de se tirer une balle dans la tête. Parce qu'à terme, tous ces projets qu'il finançait, c'était des projets qui lui donnaient la denrée la plus précieuse pour une puissance, le renseignement. Ces gens, soi-disant coopérants, ils sont là pour faire du renseignement. Et c'est ce produit stratégique dont il est en train de se couper, parce que lui, il n'a pas de conscience historique qui va au-delà de ce que Musk est en train de faire. Donc, nous, les fils aînés de la Terre, là, on n'a pas à s'inquiéter. Vous savez pourquoi? Moi, je connais un ami qui est dans le Matam. Il n'est jamais sorti de Matam. Il est né, a grandi, va mourir à Matam. Il n'est pas dans les statistiques du chômage, il n'est pas dans les chiffres. Et combien de millions de Sénégalais sont dans ce cas? Combien de millions d'Africains sont hors des chiffres que nous manipulons? Il y a une réalité sociale différente. Et c'est cette réalité sociale qui est la chance de l'Afrique. Regardons un peu autrement, au lieu de nous complexer, regardons un peu autrement notre réalité et nous verrons que nous pouvons la transformer, comme le veut Demba, ici et maintenant. Alors, en anglais, je préfère Africa Now à maintenant l'Afrique. Africa Now, j'ai vu la traduction sur une des affiches, on met maintenant l'Afrique, et en traduisant en anglais, on a mis Africa Now. C'est plus explicite, à mon avis, de dire Africa Now, c'est une exigence à l'action, c'est taper sur la table, et c'est plus significatif que maintenant l'Afrique, à mon avis. Je suis désolé. L'expo est faite essentiellement d'œuvres qui étaient déjà là au Musée des civilisations noires. C'est pratiquement, maintenant l'Afrique, une des expositions permanentes. On l'avait désinstallée pour les besoins de la Biennale et on a souhaité réinstaller
avec une nouvelle scénographie et également un texte introductif réélaboré, l'ajout de nouvelles œuvres, etc. Et tout ce travail-là a été fait par une équipe que je tiens à remercier, après avoir remercié bien évidemment tout le public qui a fait le déplacement, et particulièrement les membres du conseil d'administration, Madame Diata, Monsieur Tambadou, le président lui-même qui vient de prendre la parole. Remercier tous les panélistes et la modératrice. Vous me permettrez une mention spéciale à M. Demondiaï qui a tout fait pour ne pas venir. Et donc parler un peu de cette équipe, hein, en commençant par Khadi Kassé, qui est la scénographe, hein, qui a fait le travail. Remercier également le conservateur, Soukoum Diallo, qui a fait avec le scénographe la sélection des œuvres. Arfan Sarr, Yoro Baldé, qui ont travaillé pendant très longtemps. Le doyen Mamoudou Sek, que vous voyez là avec son chapeau rouge. Le doyen, c'est une des personnes qu'avait envoyé le président Senghor, figurez-vous, en Russie, pour y apprendre la conservation, la restauration, en perspective de l'ouverture du musée des civilisations noires. Quand il est revenu, le projet n'existait plus. Là, il est avec vous. C'est lui qui a restauré les champs de coton. Donc, voilà. Alors, remercier également toute l'équipe de recherche du MCN, M. Kantoussan, Mme Kamara, Arfan, Sow, les professeurs Guissé, Kamara, tout le monde, quoi. Que ce que j'ai oublié, tout le monde, parce qu'en fait, ce qu'ils ont souhaité faire, et je termine par là. Babacar, tu parlais de 4 séquences. Effectivement, ils ont imaginé en réalité 4 séquences, mais en partant du fait qu'il y avait déjà dans le Cradle, Afrique berceau de l'humanité, et dans la salle dédiée aux civilisations, et dans l'allée où il y a le dialogue des masques, se passait glorieux. Et ils ont voulu faire 4 séquences en procédant d'abord par l'installation d'une première séquence qu'on pourrait intituler « Ce souvenir », avec donc le champ de coton qui renvoie à l'économie plantationnaire, à la colonisation, à l'esclavage, à la présence du passé dans le présent. Et la seconde séquence, d'où l'idée de ce boxeur-là, faire face, résister, les luttes d'émancipation, etc., etc. Et comment également, à travers la salle, on s'est nourri du rituel, on s'est nourri de l'initiation, de la famille avec Alioune Diagne, de toutes ces valeurs de solidarité pour effectivement être dans une forme de résilience. Et dans la dernière séquence, la toute dernière, la décolonisation dont tu as parlé, donc avec le laboratoire de débernisation et des œuvres, en fait, résister dans le temps de Diago, etc. Donc c'est ça, ce travail-là qu'ils ont imaginé et qui a donné effectivement ces premières impressions très fortes qui ont été les vôtres. Donc vraiment remercier toutes ces personnes-là qui ont travaillé et les équipes du MCN qui nous ont également accompagnés et tant d'autres. Je remercie également l'équipe de l'Institut français qui a fait le déplacement, M. Sakoundia et Valérie Lebros et tous les amis qui sont là. Mes complices de toujours, Omar Dia et Mamoudou Diallo également et toute l'équipe. Voilà, merci.